Cool. J'ai repris le titre que Enza a appelé la soirée. Et effectivement, on va parler de produire, on va parler éventuellement. C'est ça l'idée globale, c'est est-ce qu'on peut pas consommer un jour autrement? Et puis, un nouvel imaginaire industriel. En fait, il y a un truc qui s'est passé depuis quelque temps, c'est la promesse du digital. Résumé, j'aime bien ce mot-là quelque part, et c'est ce qu'on a vécu en particulier depuis une dizaine d'années maintenant qu'on nous a mis un petit objet plat dans nos poches, le smartphone. Alors là, ça a été vraiment cette idée de anytime, anywhere, on any device, c'est-à-dire n'importe quand, n'importe où, sur n'importe quel support, que ce soit votre smartphone, votre PC, n'importe où, vous avez accès à tout. De l'info, évidemment, divertissement, etc., mais aussi, et puis alors là, avec le Covid, on a réalisé ça, on va dire, encore plus qu'avant, à acheter n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Même le luxe, qui était quelque chose que j'entendais encore il y a 6 mois en arrière, non, on va quand même pas vendre des montres de luxe sur Internet. Si, ça se vend, y compris sur Internet. Bref, tout ça pour dire qu'il y a déjà eu cette promesse du digital a fait qu'on a un client qui est déjà 4.0, habitué à se servir des outils de communication et y compris de passer des commandes en ligne. Et de plus en plus, avec la crise qu'on a, quand il n'y a plus de magasins ouverts, ça nous démange quand même de consommer. Donc on consomme. Puis c'est cette promesse du digital, et ce digital, ok, c'est une promesse, mais il y a aussi des sacrés enjeux. Je vous ai pris un slide qui date de 2013 sur la taille des sphères. C'est un peu l'importance en termes de milliards de milliards de dollars. En bas, c'est des milliards de dollars, donc de 0 à 14 000 milliards. C'est en gros des gens comme Cisco qui ont estimé l'impact du digital dans différents secteurs et domaines d'activité. On retrouve la santé, on retrouve l'éducation. Moi, je suis en train de le vivre. Dans l'éducation, ce sera plus jamais comme avant. C'est pas encore comment ça sera. Mais ce qui est sûr, ce sera plus jamais comme avant. Ce qu'on est en train d'expérimenter aujourd'hui, forcé, on va en faire quelque chose. Ça mettra un peu de temps, on devra y mettre un cadre, etc. Mais on va en faire quelque chose. On va retrouver ça dans beaucoup de domaines. Et la plus grosse sphère que vous voyez à l'écran, qui est une estimation juste ou fausse, mais peu importe, celle qui est représentée ici, c'est l'industrie, qui représente quasiment plus d'un quart de tous les enjeux du digital dans tous les domaines d'activité. Et puis c'est pour ça qu'on a vu un mot apparaître et qui est devenu un leitmotiv ces dernières années, Industrie 4.0. C'est quoi Industrie 4.0 ? C'est quelque chose que les Allemands ont créé en réaction finalement d'une peur de devenir sous-traitants des GAFA ou de leur équivalent BATX, je crois de mémoire, des Chinois. Ceux qui sont capables de capter ce que le client veut. Alors, il était urgent pour les Allemands de faire prendre conscience sur leur territoire de ce que ça voulait dire ce digital appliqué à une culture qui est similaire quand même à la culture industrielle suisse, constituée de beaucoup de gens de petites et moyennes entreprises, et puis certaines un peu plus grosses, comme les ETI ou leurs Mittelstand allemands. Et puis, il fallait à leur faire prendre conscience qu'ils devaient s'y mettre. Alors, vous ne pouvez pas obliger un industriel à s'y mettre, donc ce qu'ils ont fait, c'est de se dire, on doit créer ce qu'ils ont appelé des smart factories. Vous voyez une carte de l'Allemagne avec plein de petits points, où ils ont créé des centres d'expérimentation pour dire aux gens, venez voir et prenez conscience de ce que ça peut vous amener. Tout ce que vous entendez, ces buzzwords, etc., expérimentez-le. Non seulement expérimentez-le, mais aussi, quelque part, en communauté, regroupées par des écosystèmes autour de domaines d'activité. J'ai eu la chance d'aller à Aachen voir ce qu'ils avaient fait dans le domaine du textile. En fait, il y a encore du textile en Allemagne, alors comme souvent dans les pays à fort salaire et puis à forte valeur ajoutée, c'est du textile très technique, etc. Mais n'empêche que leur idée est de dire, et si on arrivait à aujourd'hui remettre du textile pour tout le monde en Allemagne, made in Germany, aujourd'hui rien n'empêche d'imaginer un scanner à l'entrée d'une boutique, enfin dans une boutique, vous prendre vos mesures. On parle plus à ce moment-là de taille, de XL, de M, etc., qui jouent rarement d'ailleurs. Et puis de dire, mais demain, si l'outil de production est capable d'être suffisamment agile pour produire au même coût une pièce que 10 millions,
pourquoi pas imaginer de faire revenir du textile, un tailleur sur mesure, quelque chose qui soit complètement différent de ce qu'on a fait finalement ces 20 dernières années. C'est toujours ces centres d'expérimentation, des partenariats entre le public et le privé. En tout cas ce qu'ils ont mis en place en Allemagne. Beaucoup sont liés aussi aux universités, à ces entreprises, enfin, ces centres de recherche allemands, que ce soit les Fraunhofer ou même les Fachhochschule, comme nous on peut être comparé à ces gens-là, et puis d'essayer de réfléchir en chaîne de valeur, tout le monde concerné par le textile par exemple ou d'autres domaines. En fait, vous avez tous entendu parler d'Industrie 4.0, par contre, je pense que vous avez moins entendu parler de ça. C'est-à-dire, c'est ce Lab Network, ce qu'ils ont appelé Lab Network Industrie 4.0, ces expérimentations, puis surtout, ce qui est malin, c'est de voir qu'est-ce qui s'y passe et d'essayer d'en tirer des standards. Des standards, moi, la personne qui m'a donné sa carte de visite, qui gère ce Lab Network Industrie 4.0, il y en avait deux, il y en avait l'autre, c'était Siemens Head of Advanced Technology. Il m'a dit, Monsieur Grise, c'est 30 000 nos clients qui sont dans cette logique-là, on va quand même pas leur laisser faire n'importe quoi. Donc, il y a cette idée de, on expérimente, mais en même temps, on essaye de cadrer et de profiter des expérimentations pour voir ce qui marche, et puis d'en faire des produits, après, si possible, allemands, revendus à des entreprises. Il vient là maintenant. On va être honnête, moi, ça fait un moment maintenant que je discute avec tous ces gens dans le digital, etc., etc. C'est encore quelque chose qui est en tâtonnement aujourd'hui, en particulier dans les PME qui ne savent souvent pas comment commencer. Ce qui est vrai, c'est qu'on a toujours une logique basée sur des flux poussés avec des stocks. On a un marketing qui va imaginer ce qu'on va vouloir, une industrie, tout qui va se mettre en route, une conception, une production qui peut être délocalisée, globalisée, etc. Puis à la fin, boum, on va pousser des produits vers des consommateurs qu'on est en disant à grand renfort de com, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ça. Ça marche. C'est vrai, beaucoup. Bref, mais on a toujours cette logique. On l'a pas encore inversée. Des organisations industrielles de fait qui datent. Moi, je considère que nos organisations aujourd'hui, elles datent de Taylor. On est toujours dans la réflexion d'une production de masse, on est toujours très 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 siloté entre un marketing, une conception, des méthodes, du design, et jusqu'à une prod et des gens de stock, etc. Par contre, on a quand même quelque chose de sûr, c'est qu'on a des volontés de lots, des gens qui veulent se différencier, etc. Donc des tailles de lots qui diminue, la production de masse n'est plus très très tendance. On a aussi tout un mouvement autour des organisations, un Lean qui a été culturisé du Japon aux États-Unis puis européen, qui proclame aujourd'hui l'autonomisation des équipes, l'intelligence collective. On a des mouvements comme l'holacratie, l'entrepreneurship qu'on entend partout pour dire aux gens prenez les choses en main, soyez plus entrepreneurs à l'intérieur même des industries. On a quelque chose qu'on vit nous en tant qu'école aujourd'hui. On a les générations qui sont nées avec les smartphones, on a la 5G qui débarque, donc on a tout un alignement de choses finalement qui dit qui doit se passer quelque chose, des technologies qui sont là, et puis on a ce virus qui révèle, qui change aussi les habitudes de consommation. J'en ai parlé avant, même le luxe vend des montres hors de prix sans plus les toucher, c'est choquant, mais ça arrive. On a des transformations dans les services, beaucoup. On voit bien que quelque part, et on l'entend, et je l'entends aussi des gouvernements ici, locaux, cantonaux, jusqu'à quel point on soutient quelle industrie, quelle entreprise, quel service, qu'est-ce qui existera encore demain. Où c'est qu'on met de l'argent pour sauver quoi? Et c'est flippant d'un côté, mais ça pose des questions qui sont quelque part inévitables. Pour moi, ce virus, il fait qu'accélérer les choses. Et puis, on a aussi des envies de relocalisation. Même si la Suisse n'est pas un pays où on a perdu en industrie énormément depuis ces dernières années, on a un pays voisin comme la France qu'on l'entend. Ils sont en train de mettre des milliards pour penser industrie et de retrouver une indépendance, et on l'entend, industrielle. Super. Mais relocalisation, si on l'a délocalisée, c'est bien qu'il y avait une question de coût. Elle ne reviendra pas juste par une envie politique si on est dans des coûts qui ne sont pas comparables, voire encore moins chers que ce qui est fait loin d'ici. On n'a pas changé de monde. Et le profit reste la raison d'être d'une entreprise. C'est mon avis. Cette révolution, elle s'inscrit finalement dans une évolution
logique de l'industrie. On est parti de l'artisanat. Je vous ai représenté ça dans les années 1850 avec une jolie courbe. C'est pas moi qui l'ai représenté, mais j'adore ce schéma parce qu'il résume quelque chose qui est quelque part inévitable. Pour rendre efficace la production des machines qui faisaient toujours la même chose, on a énormément diminué la variété de produits. La Forte en a un exemple. En gros, il y avait la Dodoche aussi, elle était verte, elle avait été toujours pareille, jusqu'à un pic dans les années 60 où on a recommencé à basculer vers en disant tiens, on va travailler sur l'outil de production, déjà à coup d'informatique, déjà à coup d'automation, pour créer plus de possibilités de variété de produits. C'est de répondre mieux à la demande personnelle d'un client. On en est aujourd'hui à ce qu'on appelle la customisation de masse. Vous allez acheter une voiture, vous choisissez à peu près tout ce que vous avez besoin à partir de certaines, on va dire, possibilités que les constructeurs offrent, que ce soit moteur, intérieur, extérieur, etc. Puis aujourd'hui, on en est à se poser cette question avec le digital qui dit jusqu'où on peut aller finalement si on a une chaîne d'information distribuée à travers toute une chaîne de valeur jusqu'à la personnalisation et la régionalisation aussi parce que poussé aussi par le Covid, la planète qui brûle un peu, on va dire, on se dit est-ce qu'on pourrait pas faire autrement qu'une logistique si complexe et mondialisée. J'en viens à nous. Et à l'industrie en particulier. On est quand même un pays encore où il y a beaucoup d'industrie, et en particulier dans une région dont je suis l'école, finalement l'école d'ingénieurs. C'est une industrie manufacturière microtechnique avec plus de 75% des emplois dans des PME, et quand on dit PME, c'est plutôt des entreprises qui sont entre 20 et 50 personnes que 200. Et ce territoire, il a jusqu'à 50% de ses emplois dans ce secteur-là. Pourtant, tout est contre nous. Les salaires, pas de place, pas de matières premières, pas d'énergie, enfin peu. Pourtant, elle est toujours là. Donc, produit à très haute valeur ajoutée, qui s'exporte et qui crée énormément de richesses dans ce pays. Par contre, le fait d'être une PME et d'avoir ce tissu-là, c'est parfait, mais si on regarde par exemple l'Innovation Scoreboard européen de 2020, on voit que on est bon partout, vous pouvez aller le voir, on est meilleur que partout en Europe, sauf dans 4 domaines. L'emploiement dans des petites entreprises émergentes, typiquement et innovantes, on va penser start-up. Oui, on sait qu'on n'a pas un truc de capital dédié, capital risque suffisant pour peut-être être comparé à d'autres pays. Les médias, les produits high-tech et les services aussi intensifs, ça aussi c'est probablement avec les startups. Et puis on a un énorme problème. On va être clair, et c'est marrant de le voir dans un truc européen. C'est des PME innovantes qui collaborent entre elles. On va dire que notre culture, et alors là, la culture horlogère en est le symbole, n'est pas dans le partage. Pourtant, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est nécessaire. Oui, on a des avantages énormes. Cette histoire industrielle de 2 siècles, on a donc passé déjà 3 révolutions, on a préservé des savoir-faire, on n'a pas tout jeté à la poubelle. Il y a beaucoup d'argent qui sont mis dans l'éducation en Suisse. J'avais fait une fois une comparaison quand je recevais des Français en disant que, en prenant des chiffres par tête d'étudiants, il y a jusqu'à, de mémoire, 6 fois plus d'argent mis en Suisse que typique en France. On a un ADN qui est quand même quelque chose de unique. On est les seuls, je vous dis, on est 2 seules entreprises à fournir, par exemple, dans le domaine du précis 100 microns dans l'injection, c'est que 2 entreprises suisses qui alimentent toute la planète de ces machines et de ces besoins-là. Et puis on part d'une image d'excellence. On a aussi tous les réseaux dans un mouchoir de poche. Quand on parle d'interconnexion, quand on parle de se parler, c'est quand même plus simple. Bon, aujourd'hui, c'est compliqué, mais plus simple que de prendre l'avion, aller à l'autre bout de la planète. De le fournisseur de matière jusqu'en passant par les machines jusqu'à ceux qui fabriquent les produits. On a de nombreuses institutions de formation et de recherche, que ce soit les HES, EPFL, des centres de recherche comme le CSEM, ici à Neuchâtel, même une Uni. Je veux dire, il ne faut pas réinventer, on a quand même tout ce qu'il faut. Par contre, on a cet écosystème qui est profondément, à un moment donné, à décloisonner. Et puis, à acculturer, j'aime bien ce mot-là, au digital. On est des gens qui aiment voir les produits qu'on fabrique. On est des gens qui on croit parce qu'on voit. Le digital, c'est compliqué.
C'est compliqué parce qu'on ne le voit pas, on a du mal à imaginer ce qu'il est capable d'amener. Et donc, comment on fait, en particulier en milieu industriel, comment on fait pour faire prendre conscience à cette industrie bien spécifique, je vous parle de celle que je connais bien, la microtechnique à haute valeur ajoutée, pour s'emparer du digital. Alors, on a imaginé quelque chose d'autre. On a imaginé, parce qu'on est une école, on a le droit, quelque chose qui est complètement à l'envers de ce qu'on vit aujourd'hui. Sur le modèle un peu de ce que je vous ai dit tout à l'heure, des Allemands, et puis de cette idée et si demain on arrivait à produire finalement quelque chose sur mesure, mais avec un outil industriel. Donc, ce qu'on a appelé le modèle d'affaires centré sur le client final, connecter le SI qui est au début de la chaîne, c'est lui en gros qui va commander ce qu'il veut. Et le reste, le B2B, doit s'adapter, doit être suffisamment agile pour le répondre le mieux possible dans le meilleur des temps possible. Donc pour ça, il nous faut une chaîne de valeur digitale, bidirectionnelle, parce qu'il faut toute la traçabilité qui va avec, et bidirectionnelle aussi permet de l'apprentissage par le machine learning de tous cette chaîne de valeur ou ces réseaux de valeur. On a une supply chain interconnectée, une production connectée, agile, autonome, nouveaux métiers, ça nous permet aussi de tester un peu comment les choses peuvent évoluer si on va juste dans une autre logique que ce qu'on a toujours vécu. Et puis on en est convaincu, même si on l'a pas encore chiffré, on s'est donner du temps, vous verrez, pour penser aussi qu'on peut être plus durable et plus responsable quand on produit différemment. En fait, on est arrivé à la conclusion que c'est bien beau le digital, mais il se heurte à un moment donné au vrai monde, au physique. Et que si demain, on n'agit pas sur la production, sur l'outil de production, on aura beau imaginer Atawad, ça restera l'idée de digital. Et la réalité du monde physique, il sera jamais anytime, anywhere, any device. Et donc, pour nous, on a imaginé un centre d'expérimentation qui pourrait répondre à ça en créant en fait une micro-usine. Alors c'est vrai qu'on a l'avantage de créer que des petits objets, typiques medtech, prothèses et horlogerie, tout ce que la microtechnique est capable de créer comme valeur. Alors on s'est dit, pourquoi pas imaginer, je vous passe la vidéo, il y a un peu de son, mais je peux parler par-dessus, quelque chose de complètement différent. Je vais baisser qui permettrait d'être... On imagine quelque chose d'autonome, quelque chose de connecté avec plusieurs usines un peu partout, qui sachent ce qui se passe, où on pourrait distribuer du travail. En fait, notre idée, c'est de se dire, mais pourquoi l'impression 3D a fait un buzz? Parce que c'est très simple de l'imaginer. On conçoit une pièce sur écran, dans un fichier. On a une transformation de ce fichier comme fichier de fabrication, une machine, et on sort une pièce, terminée, elle est là, elle est bonne. Sauf que la technologie elle-même ne répond pas à des critères de qualité, etc. En tout cas, pas ceux qu'on a fait ici dans notre monde d'horlogerie. Donc on s'est dit, mais prenons ce code et puis imaginons des vraies technologies qu'on est capable d'assembler à la technologie, une série de pièces, et qui soient dans la même facilité d'appréhension depuis un fichier de conception jusqu'à une pièce ou un élément ou un kit de pièces prêt à assembler. On a imaginé cette micro-usine. Alors, on va dire, pourquoi elle est en bois? Ouais, elle est en bois parce que c'est la meilleure des matériaux pour absorber les vibrations entre différents blocs. Aujourd'hui, on y a collé une fraiseuse, on y a collé des outils de contrôle, et puis on teste, on expérimente. En fait, c'est un vrai centre d'expérimentation selon cette culture de notre art jurassien pour que les gens viennent, s'intéressent et repartent. On va dire dès aujourd'hui avec certaines choses qui les reparlent pour des produits. Et puis, peut-être demain, il y aura des micro-usines qui fleuriront à travers le monde. Notre idée, il va un poil plus loin que juste la technique. Finalement, on utilise le business model du smartphone. On est en train, notre micro-usine, c'est le standard pour y mettre des apps. Des apps qui sont des technologies d'usinage, de fabrication, de contrôle, de lavage, peu importe, qui rentrent dans cette logique-là, et puis que demain, quelqu'un qui est un client pourrait se dire, tiens, j'ai cette pièce à produire, j'ai besoin de cette techno, je m'adresse à tel fournisseur, j'assemble ce que j'ai besoin, je produis mes pièces. Tiens, j'en ai plus besoin. Demain, j'ai un client, il me demande autre chose. Alors, j'ai plus besoin de cette apps-là, cette brique-là. Je l'enlève, je remplace par une autre.
En fait, c'est aussi de sortir quelque chose que moi j'ai vécu puisque je faisais de la machine avant. On achète des machines pour produire un certain type de pièces, souvent autour du demi-million, parce que c'est la précision, la qualité, la productivité, etc. Eh bien, vous l'amortissez sur 10 ans. Le prochain client qui vient vous voir, il va vous demander quelque chose. Si vous n'avez pas de bol, votre machine que vous venez d'acheter, elle ne pourra pas le faire. Vous devrez refuser un job. Notre idée, c'est d'être beaucoup plus agile aussi en gros, c'est transformer des CAPEX, donc des investissements amortis, en OPEX. C'est le machine as a service comme le software as a service. Ça devient possible si la machine ne coûte plus un demi-million, mais coûte 50 000 francs. Et pourquoi pas imaginer, encore une fois, quelque chose de complètement différent. Aujourd'hui, je peux vous dire, la machine de fraisage qu'on a mis et qu'on a aussi créée dans l'école, qui est déjà un peu dans les manufactures, qui rentre aujourd'hui, c'est une machine qui fait la même chose qu'une grosse. Quand je dis une grosse, c'est vraiment une tonne, etc. Qui a autant de qualité, autant de productivité, mais qui a un prix de revient qui est 5 fois moindre. Donc, il y a des choses qui sont possibles, on va dire, même à ce niveau-là. Et puis, je finirai, avant de vous laisser la parole et les questions, etc., par on a imaginé un autre monde en racontant l'histoire de l'industrie. Puis là, je me tais et je vous laisse écouter. Et après, on en parle. 18 septembre 1850. Pierre Jeanneret se rend au coin de la rue Ancienne où il vient récupérer ses alliances préparées depuis 2 semaines par Bernard Favre, artisan joaillier. Une fabrication sur mesure dans son atelier. L'excitation est à son comble. Monsieur Jeanneret et sa fiancée économisent depuis 1 an pour pouvoir s'offrir ces alliances. 19 novembre 1950. La production de masse se développe. Monsieur Favre, notre artisan joaillier, se retournerait certainement dans sa tombe en découvrant son arrière-arrière-petit-fils travailler à la chaîne. Mécanisation et centralisation des sites de production, les artisans sont devenus des ouvriers et les produits ont été standardisés. 21 février 2000. L'automation et la globalisation ont permis une baisse significative des coûts de production, tout en permettant de proposer des produits de plus en plus diversifiés, de couleurs et de formes différentes. 22 mai 2025. 7 générations plus tard, Marc Jeanneret et Julie s'apprêtent à se marier. Après avoir imaginé eux-mêmes leurs alliances, ils se rendent dans une boutique de luxe bien connue où on leur fabrique leurs bijoux dans la journée. Comment? Grâce à une micro-usine installée dans l'arrière-boutique. Une fabrication de produits sur mesure au même prix qu'une production de masse. Une industrie de proximité respectueuse de l'environnement. Julie et Marc s'en vont ravis et découvrent un monde nouveau. Un monde où les micro-usines connectées fleurissent dans divers secteurs d'activité. Découvrez-en plus sur Microline Lab. Chut. 18 voilà. septembre 18... Je vous remercie, j'ai fini. Et puis, je vais vous passer la parole. Merci beaucoup, cher Philippe. Peut-être faut enlever le partage. Oh oui, volontiers. Hop, c'est où le partage? Il faut que je retrouve mon écran. C'est bon, c'est fait. Merci, Julien, je pense. Formidable. Je vous demanderai d'ouvrir vos micros 10 secondes pour un bel applaudissement pour... oh non, mais... Voilà, la japonaise. Merci. Merci beaucoup. Alors, avant que l'on commence les questions, nous sommes normalement une quinzaine. Merci d'ouvrir vos vidéos pour ce face à face et que je puisse ensuite vous donner la parole. Merci beaucoup tout le monde. Alors, la première parole que je vais donner, c'est bien sûr à Xavier Comtesse. Quand tu as invité Philippe Grise à être un de tes co-auteurs, c'était pour quelle raison? Tu avais déjà le sujet ou raconte-nous. En 1 minute, Xavier. C'est un livre, en fait, dans lequel il y a 36 chapitres. Et donc, je voulais 36 auteurs différents, avec des backgrounds comme Philippe, dans l'industrie ou bien dans l'intelligence artificielle, ou dans le 3D printing, etc. Donc, des gens qui font. C'est pour ça que le casting de ce livre est très surprenant. La plupart des gens, à part moi, ne sont pas du tout connus, mais c'est des gens totalement brillants qui sont dans cette Romandie et qui font. Et moi, je trouvais que c'était très important. C'est un casting qui n'a rien à voir avec le journal Le Temps ou les médias traditionnels. C'est le vrai casting de la vraie Suisse.
Et donc ça, je trouvais très, très bien. Philippe, je le connais depuis de nombreuses années. On a fait quelques voyages, on était en Chine ensemble et partout. En plus d'être super intelligent, malheureusement d'être ingénieur, il est très drôle. Et il a une femme superbe. On est devenus amis. Hein. Et donc, c'est assez sympa. Tout ça est enregistré, Xavier. Merci beaucoup. Ouais, c'est marrant. D'accord, merci. Alors, je vais aux uns et aux autres vous donner la parole. Vous avez 1 minute, vous l'utilisez comme vous en avez envie, en vous présentant un nouveau projet ou bien sûr en alimentant la discussion de ce soir. Tout à fait dans le désordre, Francine, tu n'es pas du tout dans l'industrie au départ. Qu'est-ce qui… Raconte-nous. Non, moi, je ne suis pas du tout dans l'industrie. Bonsoir tout le monde. Et je suis admirative devant des créations telles que nous l'a décrit Philippe Grise. Vraiment, parce que j'ai toujours été admirative de ça. Moi, je suis dans l'aide à la vente et c'est drôle parce qu'en fait, on se rejoint dans le sens où moi, je suis anti-technique et vous êtes anti-conventionnel. Et je pense que, voilà, on peut avoir peut-être des choses à communiquer ensemble. Mais une grande admiration pour les personnes qui créent, qui font, comme dirait Xavier Comtesse. Pour moi, le pragmatisme est essentiel et il y a beaucoup trop de rêveurs et c'est vraiment magnifique de pouvoir voir ce qu'on peut sortir avec du savoir et beaucoup, beaucoup de compétences. Merci. Voilà, merci et bravo. Hein. Merci. Merci, Francine. Je prends. Philippe, une réaction? Ouais, Enza, je raconté un truc, moi, quand je parle de la vente. Il y a des choses qui vont mais tellement fondamentalement changer. J'ai raconté à Enza une anecdote parce que j'ai déménagé il y a 3 ans en arrière et puis que je devais balancer mes armoires parce que ça rentrait plus dans mon nouvel appart. Et j'ai été faire les magasins de meubles. Et les magasins de meubles, aujourd'hui, c'est l'horreur à faire. Parce que on se retrouve devant des modèles, on se dit bon ok super, c'est proposé en une taille, de largeur, enfin on peut assembler des blocs, ils essayent de faire un truc sur 3D en disant voilà ça pourrait être ça, mais honnêtement on a toutes les technos pour faire complètement différemment. On a toutes les technologies pour qu'un vendeur se pointe chez vous à la maison, vous mette des lunettes de réalité augmentée, vous projette son catalogue de meubles sur votre mur, que vous voyez ce que ça pourra faire chez vous, et non seulement ça. Mais moi, j'ai des prises embêtantes, là, je pourrais décaler 3 cm demain, et puis couper des planches, si l'outil de prod, on arrive à lui rendre agile. Couper des planches, ça revient au même prix, de telle longueur ou telle longueur, c'est un peu plus cher si vous prenez plus de bois, mais enfin, voilà, moi je crois fondamentalement qu'on va vivre quelque chose vraiment de complètement différent, même dans notre façon d'acheter, dans notre façon de consommer. Alors vous allez me dire, oui, mais il faut attendre 3 semaines ou 1 mois ou trop longtemps, mais des armoires, on n'en prend pas tous les jours. Moi, chez Ikea, 3 semaines j'ai attendu. Pourquoi? Parce que j'ai demandé le montage. Parce que je suis autant la tête ça va, autant les mains on laisse tomber. Voilà, j'ai quand même attendu 3 semaines pour avoir mon armoire. Donc voilà, vous parlez de vente, pour moi ça me fait penser à ça, quoi. Des nouvelles façons demain de plein de trucs, quoi. En tout cas, merci, parce que ça veut dire qu'on aura toujours besoin des vendeurs, quoi qu'il se passe. Mais oui, mais dans une autre relation peut-être que d'attendre qu'on se pointe au magasin. Bon, merci à tous les deux. Quoi que l'on fasse, hein, qu'on le veuille ou pas, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mario Fedi, quand on est dans la gestion, est-ce que ces changements de paradigme sont porteurs? Est-ce comment on investit? Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je suis assez… j'ai bien suivi ce que Philippe a dit, donc c'est très intéressant. Moi, je crois que je suis jeune, hein, j'ai que 46 ans. Mais je crois que je fais partie quand même de ces gens qui aimeraient rester un peu terre à terre. La technologie, je pense qu'elle est bien. Je pense qu'on évolue avec. Aujourd'hui, on fait face à une crise sanitaire qui nous pousse à raisonner et à fonctionner différemment, qui nous oblige aussi à nous surpasser parce que c'est exceptionnel de voir les évolutions et les créations de chaque entrepreneur pour pouvoir trouver des manières de s'innover et de se présenter. Mais je crois que
même dans le domaine de l'investissement, la technologie aujourd'hui sera toujours à la pointe et on cherchera toujours, à mon avis, la performance et le high-tech. Moi, je pense que j'ai un peu de peine avec toutes ces innovations, surtout dans une période comme on est aujourd'hui, parce que typiquement, j'ai suivi un séminaire il n'y a pas longtemps sur la finance. Le Crédit Suisse, pour ne pas les nommer, sont venus avec des thématiques, comment placer son argent, augmenter ses rendements, lorsque vous avez la boutique d'à côté du petit commerçant qui est en train de crouler et de se dire, mais comment je vais faire pour pouvoir payer les salaires de mes employés? Et j'ai un peu de peine aujourd'hui, je crois que la thématique de Philippe, elle est à mi-chemin, je dirais, par rapport à cette situation Covid. C'est super intéressant de voir son évolution et ses propositions, mais de l'autre côté, je crois qu'il faut rester encore un petit peu humble par rapport à cette situation Covid, qui fait que, quelque part, je souhaiterais qu'on revienne un tout petit peu à la solidarité et de plutôt utiliser notre argent à aller redynamiser nos commerces locaux. Merci beaucoup, Mario. Vraiment, je vous rappelle 1 minute, parce que sinon, on n'aura pas le temps d'entendre tout le monde et ce serait vraiment, vraiment dommage, mais tout est intéressant dans ce que vous dites. Rapidement, Philippe, une réaction? Ouais, expliquer que j'ai été chercher du pognon chez ceux qui en ont beaucoup pour monter ce truc. J'ai été taper les gros groupes horlogers ou même dans des situations de crise, c'en est une valeur refuge. Ils financent 100 000 francs par an pendant 6 ans. Là où je demande 10 fois moins aux PME pour qu'elles viennent et qu'elles aient la même chose pour se donner une chance, justement, et j'en suis complètement conscient de ce que vous dites. Alors, et la bonne nouvelle, quelque part, j'ai envie de dire aussi, c'est que l'inauguration de ce truc, il se tenait pendant la deuxième vague, là. On a dû tout annuler. On a quand même maintenu des visites dédiées uniquement à ces PME. Pendant 3 semaines, on a eu 150 personnes. Parce qu'ils ont tous conscience qu'il y a quelque chose d'irrémédiable et que s'ils y vont pas, même maintenant, alors qu'ils sont en danger, mais je le sais évidemment qu'ils sont en danger, mais vraiment au quotidien, quoi. Ben voilà, c'est des bonnes nouvelles quelque part parce que il y a quand même des gens qui se projettent, on va dire. Merci. Alors, bon, il y a beaucoup de secteurs qui sont représentés. Alors, Jean Vital de Maison, patron dans l'hôtellerie, qu'est-ce que tu fais là? Je me demandais comment j'allais pouvoir industrialiser un bon petit dessert comme celui-là. Ouais, chiche. Je sais pas. On arrive. Non, en fait, au travers de votre exemple, je me suis dit, mais tiens, comment on pourrait appliquer ça à l'hôtellerie? Alors, peut-être que je pourrais avoir des chambres différentes, toutes différentes et personnalisables à chacun de mes clients, mais ma réflexion, c'était plutôt de vous demander, finalement, dans mon esprit, industriel, c'est plutôt grosse quantité, c'est des produits très précis. Mais finalement, dans votre exemple, vous parliez de choses très personnalisées. Est-ce qu'il n'y a pas un petit schisme entre les deux? Alors, oui. On ne t'entend plus. Ah, moi? Non, c'est bon, Philippe. On n'entendait plus Jean Vital. Alors, c'est pas valable pour tout ce qu'on essaye de proposer. Par exemple, si je prends la montre, jamais s'amuser à faire un mouvement, enfin le cœur, le balancier, le spiral, le machin, ça sera fait version, enfin on s'en fiche, version prod de masse, et puis il y aura des mouvements comme état qui seront implantés dans plein de montres. Mais par contre, le cadran, par contre, demain, si vous voulez faire de l'ergonomie de boîtier, etc., pourquoi pas imaginer quelque chose de personnel? Puis je vais prendre un secteur encore plus logiquement personnalisable, les medtech. Aujourd'hui, on va dans un hosto, on éternue, on fait un IRM. L'IRM, c'est la base du fichier de fabrication de votre quelque chose, prothèse, implant, on parle de ça. Mais il y a toutes les raisons du monde pour que vous ayez pas la même, ou que ça soit à vous, quoi. Exactement par rapport à votre morphologie. Il y a des gens qui essayent de faire ça à Bâle, ça s'appelle Medartis, en particulier dans tout ce qui est maxillofacial, parce qu'il y a une logique de visage et puis que ça correspond exactement à ça. Alors ils essayent avec l'impression 3D, mais ça marche pas parce que ça apporte
pas la qualité, les matières, etc. Donc, il y a des secteurs, c'est pas le monde entier, c'est pas tout, mais il y a vraiment des secteurs qui sont très intéressés par cette idée d'une personnalisation. Si. Merci. Alors, est-ce que l'art et la culture dans cela, Christina? On t'entend pas. Faut ouvrir le micro. Ouvrir le micro. Sur l'iPhone. Tu es sur l'iPhone. En fait, tu es 2 fois. Voilà. On ne t'entend pas. Sur ton iPhone, il faut ouvrir le micro. Cliquez sur le micro. Bon, tu cherches, je reviens vers toi. D'accord? Ok. Patrick Debray, en 1 minute. Alors, Patrick Debray en 1 minute, c'est quasiment impossible, compte tenu que je suis un des doyens du groupe. J'ai déjà craqué 10 secondes. Moi, je suis dans le domaine des ressources humaines. Je m'occupe en particulier de ce qu'on appelle, d'une manière affreuse, la chasse de tête. Maintenant, on appelle ça le sourcing, c'est plus élégant. On a voulu industrialiser les choses et on s'aperçoit que quand même, enfin, on s'aperçoit. Heureusement, on réalise que la personnalisation, c'est quand même le cœur de l'aspect humain. Donc, moi, je trouve que c'est beau l'industrialisation, mais quand même, quand on regarde la courbe que présentait Philippe tout à l'heure, on revient un peu à une sorte d'artisanat sur mesure, peut-être pas sur les produits de masse, comme l'homme, squelette, c'est toujours un squelette, mais quand même la chair n'est peut-être pas forcément la même, etc., etc. Et dans les RH, on a le même problème. Je pourrais en parler pendant des heures. C'est un vrai sujet qui m'a fait souvent bondir. Ceci dit, je reste passionné et je me tais parce que, comme je vous ai dit, je suis bavard et j'ai dû griller la minute. Mais même pas. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Je pense que je pourrais faire un concours avec Patrick en termes de blabla. Mais bref, j'aimerais lui dire un truc. Mes ingénieurs, aussi, mes ingénieurs qui sont de la mécanique, qui créent ces petits bidules, ces applications, ces machines, etc. Ils sont dans l'obligation aujourd'hui de communiquer avec ceux de l'informatique, avec les gens qui font du big data, avec les gens qui font et c'est une vraie comment on va dire, un vrai décloisonnement de fait grâce à un projet qui vive. Et on se pose la question aujourd'hui à l'intérieur de l'école. On parle des changements de métier, etc. Si on ne doit pas créer des ingénieurs aux interfaces, parce que on va dire, des experts de plus en plus perchés. C'est pas méchant, mais le niveau technologique, etc. Que ça soit les data scientists d'un côté, que ça soit des métiers très traditionnels ou conventionnels dans les gestions de prod, la mécanique qui pousse dans les matériaux, etc. Le défi, il est là. Comment on fait correspondre et se comprendre des experts demain qui n'ont pas forcément les mêmes parcours, habitudes, éducation, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au milieu qu'on doit créer? Des gens qui sont capables de faire des interfaces. Ça, c'est une vraie question qu'on se pose aujourd'hui. En RH, si je reprends la parole rapidement, tout le monde fonctionne, enfin beaucoup de gens, en particulier dans l'industrie, fonctionnent en silo. Ça ne veut pas dire que ça communique pas à l'intérieur des silos dans différents métiers. Mais aujourd'hui, ce qu'on me demande, c'est pas seulement des gens qui savent communiquer, mais c'est des gens qui ont une pensée transverse. Donc ça, c'est quand même pas facile. Et arriver à avoir des gens qui sont naturellement systémiques, heureusement, il y en a. J'imagine que dans le groupe que nous sommes, allez, soyons un peu prétentieux, nous sommes comme ça. Mais c'est pas la majorité des candidates et des candidats. Et là, je crois pas que ça s'apprend. C'est d'abord un état d'esprit. Sans doute que la formation doit, elle aussi, être transverse. Et on doit décloisonner autant que faire se peut. Et ça, c'est un sacré challenge. Et c'est pas gagné. Merci beaucoup, merci beaucoup. Christina, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, oui. C'est pas mal déjà. Donc l'art, c'est vrai que ça fait déjà longtemps qu'on commence à voir du 3D ou des autres choses. Je suis aussi sur un projet comme discuter, les horlogers changent leur vie, hein. Et je suis sur un projet d'un salon virtuel pour vendre leurs montres. En effet, ils ont besoin de ça. Je tairai le nom de mon client, mais ils ont absolument besoin
d'un lieu maintenant pour montrer leur collection, tout pas en interne, ça va être chez le client. Ils veulent quelque chose qui fait cocooning et qui sont un salon qui vient chez vous. C'est invraisemblable, mais qui aurait dit qu'on vendait des montres à des millions depuis directement la maison mère à votre appartement ou votre bureau. Et vous allez voir la montre sur toutes les coutures, mais vous ne la toucherez pas. Ouais. Merci Christine. Philippe, c'est ce que vous disiez Non, ouais, tout à l'heure. Oui. je peux que confirmer. Alors, je sais pas, j'ai cru comprendre que plutôt dans le domaine, je sais pas en fait, Christine, dans quel domaine elle est, mais oui. L'architecture. Ok, d'accord, merci. L'architecture et l'art. D'accord. Je suis très très en contact maintenant avec ces maisons horlogères luxe, etc. Et puis des valeurs refuges comme peuvent être Patek, Rolex, et qui ont jamais autant vendu qu'aujourd'hui. On est dans un monde étrange. On a des gens qui sont en train de fermer et puis d'autres qui dépensent leur argent parce qu'ils en ont trop. Et tant mieux pour cette richesse dans notre pays et que ça revienne aussi chez nous. Ces gens-là sont les premiers surpris à vendre aujourd'hui des montres sans les toucher. Et pourtant, ça cartonne. C'est comment dire, on peut dire c'est débile, c'est aberrant, c'est tout ça, mais les gens le font. Donc on peut que quelque part accompagner et puis essayer de tirer un max de cette situation, quoi. Je suis bien d'accord avec vous qu'on doit s'adapter, même dans des trucs qu'on n'aurait jamais imaginé, quoi. Merci beaucoup. Nous avons Lamine, tu es là parce que je te vois plus personnellement, physiquement. Ah, dans la voiture. Alors toi, tu ne quittes jamais ta voiture, hein, au niveau technique. Oui, en fait, c'est souvent sur le chemin du retour, donc voilà, je me retrouve sur la route malgré moi. Dis-nous. Oui. Bah, comme disait, comment je dirais, mon collègue, M. Debray, donc on est à peu près dans les mêmes métiers, donc nos besoins et nos aspirations se rejoignent. Aujourd'hui, la digitalisation, voilà, on se dit même des fois, est-ce qu'on aura un rôle à l'avenir dans nos métiers de sourcing et de sélection de talents? Est-ce que c'est une inquiétude, Lamine? Une inquiétude, oui, c'est clair. On se dit qu'il y a des métiers qui ont disparu, qui vont disparaître. On essaye de se défendre, de se faire valoir. Merci. Alors, comment on peut rassurer, Philippe? On ne peut pas rassurer. Non, mais parce que j'en sais rien. Sinon, je vous dirais des bêtises. Vous savez, les trois mots qu'on utilise pour associer à notre micro-usine, on dit connecté, autonome et reconfiguré. Autonome. Ça veut dire qu'on imagine ça, on l'a mis dans le film en arrière-boutique avec finalement une vendeuse qui aura réussi à co-concevoir sur une base existante avec son client sa bague rêvée, et puis elle appuie sur un bouton et la machine elle fait. On s'est posé la question, est-ce qu'on a le droit de faire ça? On y a vite répondu. On a dit on a le devoir de faire ça. Parce que ça arrive, c'est là. Enfin, je veux dire, c'est irrémédiable. Peut-être on peut le voir comme un côté malsain ou négatif ou je sais pas quoi des technologies. Je suis convaincu qu'on va devoir se reposer la question dans pas longtemps. À partir de quand on n'appelle plus chômage 30%? C'est ce qu'on risque d'arriver un jour. Enfin, assez peut-être vite, je sais rien. Mais qu'est-ce qu'on doit réinventer en faisant des trucs comme on est en train de montrer? Je sais pas, mais en tout cas, je crois qu'on doit prendre conscience que c'est quelque chose qui est là, qui va plus s'arrêter. On en a pris, je pense qu'on sera tous à la retraite ici présents avant qu'on ait fini de voir on va dire les impacts, mais il y en a des sacrés, quoi. J'ai que des interrogations aussi à ce niveau-là. Je peux pas rassurer, je suis désolé, mais voilà. Merci beaucoup. Svetlana, on retourne un peu dans l'art avec toi. Est-ce que l'industrie dans ton domaine, est-ce que c'est quelque chose qui t'attire? Micro. Svetlana, micro. Oui, micro, bon. oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce discours très intéressant. Je suis de l'industrie de l'art, aussi culture, médias.
Ça m'intéresse beaucoup parce que peut-être il y a quelque chose on peut faire avec toute cette émotion là. Philippe? Ouais, alors moi ça me fait, juste pour dire quelque chose, ça fait tout à l'heure que j'y pensais, on va chercher aussi des choses dans l'art pour nos ingénieurs. J'ai une prof qui est un peu folle, mais que j'aime beaucoup, j'aime bien comme Xavier, un peu les gens, voilà, qui a monté tout un projet pour faire danser les ingénieurs. Avec c'est la manufacture, c'est une école aussi qui est je sais dans le canton de Vaud, je crois, ou à Genève, mais je sais plus. Et puis l'idée c'est de dire allons chercher quelque chose de complètement dingue, parce que quand on parle d'interdisciplinaire, on va plus souvent penser on associe de l'informatique et de la mécanique, comme j'ai dit. Ouais, mais pourquoi pas encore autre chose. Donc elle s'est dit faisons-les danser et puis voyons s'il y a un impact sur la créativité. Donc c'est tout ce que je voulais dire quand vous me parlez d'artistes. Pour moi, il y a aussi plein de trucs à essayer de mélanger. Vous savez, j'aimerais beaucoup que mes ingénieurs ils apprennent la chimie en faisant de la cuisine moléculaire. Ah, ça on viendra goûter. Ouais, moi aussi. Enfin, quoique non, connaissant mes étudiants, non. Mais je peux te mettre en contact avec Denis Martin, qui est un des papes suisses de la cuisine moléculaire. Il serait assez fou pour lancer une idée comme ça. Oui. Denis, c'est un ami personnel et je lui en parle dès demain. Sérieusement, j'aimerais que mes cours de chimie soient de la cuisine moléculaire. C'est faisable. Génial. Génial. Alors, il me manque encore, je ne la vois pas, Anastasia, est-ce qu'on peut te voir? Tu es là? Voilà. Bonsoir tout le monde. Donc, pour les domaines de pharmacie, je pense qu'on va forcément arriver là. Parce que j'ai craint parce que les pharmaciens, c'est bien qu'il y a les contacts personnels avec les clients qui se confient à nous. Mais malheureusement, comme il se présente les choses actuellement, probablement on va faire nos commandes de médicaments par informatique bientôt. Donc, c'est pour ça que je suis intéressée pour les évolutions. Comment il pourrait voir l'industrie d'un domaine de pharmacie avec une interface, la personne pose ses questions, il dit j'ai mal ici, j'ai mal là. Ouais, mais ça, j'en suis cool. Et après, l'ordinateur, il propose et il donne 3-4 choix. On peut voir en 3D le médicament, le prix, tout ça, ça viendra. Hein? Ah ouais, convaincu. Convaincu. Et c'est là même d'ici... là, on ne sera pas encore à la retraite avant de le voir. Non, mais... Avec une seringue directement depuis l'ordinateur, non? Mais moi, j'ai... Oui, une interface qui questionne. Il y a deux choses qui m'a... Alors, il y a une chose qui m'a interpellé personnellement. J'ai un fils qui a fait médecine. Et puis, au bout de 3 ans de pathologie, comme on dit, médecine interne, etc., et de stage aux urgences et tout ça, il nous a annoncé un jour qu'il allait faire psychiatrie. Je dis, pourquoi? Il me dit, je suis sûr d'avoir du boulot jusqu'à ma retraite. mais il est malin, parce que c'est vrai, il n'y a pas mieux que les algorithmes aujourd'hui pour reconnaître des artefacts sur des radios. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de radiologues, mais ça veut dire qu'il y en aura moins. Ouais. Puis j'ai discuté avec mon gamin en disant mais pourquoi et tout ça. Il m'a dit mais une anamnèse, c'est-à-dire les questions qu'on va demander aux patients pour savoir en gros lui donner quelque chose. 7 questions, et ils savent à peu près. 80% des cas, ils leur filent de l'aspirine ou un équivalent parce que finalement il n'y a pas grand-chose. Ça c'est une borne demain. Posé quelque part ou un PC et puis on rentre et puis je dis la borne parce que la pharmacie elle délivrera le médicament comme ça. Oui. Watson a fait ça. C'est ce qu'ils font aux États-Unis en fait. Hein? En fait, ils font parce que là ils ont des protocoles, ils posent les questions, ils scannent les médicaments, ils sont sûrs qu'il n'y a pas d'erreur. C'est quoi la place du pharmacien demain? J'en sais rien. Il y a un autre truc qui est incroyable que vous devez tous voir. La dernière pub de l'Apple Watch. C'est plus du tout une watch. Il vous parle de taux d'oxygène dans le sang, il vous parle d'électrocardiogramme, il vous parle de détecteur de chute, il vous parle de, je ne sais plus l'autre, analyse du sommeil. On est en train de mettre... Et pourquoi ils ont fait ça? Parce que toutes les données qu'ils ont collectées sur l'utilisation de leurs Apple Watch leur a montré que les gens, ils faisaient que ça, du monitoring. Oui.
on est en train de mettre dans les mains des gens ce genre de truc qui va faire une vraie révolution, un peu à la Uber, c'est-à-dire qu'on donne dans les mains du consommateur final un moyen de faire des trucs que personne n'anticipe. Le monde médical, le monde de la santé, qui est très hiérarchisé, encore pire que l'industrie, très cloisonné, on se parle pas beaucoup, encore moins qu'en milieu industriel, il y a des castes et tout ça, il va être détruit, complètement modifié par le fait que les gens vont avoir accès à des infos et des données qui va tout chambouler. Oui. Non, moi, je suis convaincue. Et puis, c'est pour le mieux parce qu'il y aura moins d'erreurs. Il n'y a que la psychiatrie où c'est encore libre. Voilà. Je pense me recycler. Merci beaucoup. En une minute, une conclusion, cher Philippe. Et puis restez bien visible parce qu'on va prendre la photo. Anastasia. Il faut plus que je bouge. Je sais pas si... Il y a des fois où je me demande si je suis heureux de vivre cette époque. Parce qu'elle est... Je parle pas forcément du Covid. Alors là, c'est encore boosté, c'est exagéré, et que c'est quelque chose qui révèle beaucoup de choses, ce Covid, au niveau de notre société. Mais d'un autre côté, ouais, quand je suis à ma place de directeur d'une école d'ingénieur avec un salaire, une école d'ingénieur, elle est encore là demain, donc je me dis, moi j'ai de la chance et j'en ai conscience d'être à ma place aujourd'hui. C'est enthousiasmant ce que je vis, ces technologies, ces enjeux, la compréhension, essayer d'accompagner, de servir, de se mettre à disposition de tout ça. Mais franchement, on est dans un monde quand même qui des fois, ça va vite, des fois trop vite. Et comment nous on s'accroche derrière, comment nous on arrive encore en Suisse où on a, encore une fois je le dis avant, pas des salaires hyper hauts, on a tout contre nous, pas d'énergie, pas de place, pas de matières premières, etc. Ouais, il va falloir être sacrément malin, mais on l'est, mais encore plus quoi. C'est ça ma conclusion, soyons malins. C'est une jolie conclusion. Je vous demande d'ouvrir vos micros pour un joli applaudissement pour Philippe. Ah oui. Merci beaucoup. Mais de rien. Très bien.